Bonjour et bienvenue dans le Shadowscast pour ce 11e épisode. Je suis votre hôte Laurent Durocher. On le rappelle, Shadows, c'est la première plateforme de streaming dédiée au cinéma de genre, disponible un peu partout. Ordinateur, téléphone, tablette, box TV, Prime Video et tutti quanti. Bon, on ajuste le rétroviseur, on vérifie qu'on est bien au point mort, on met sa ceinture de sécurité et on s'élance sur les routes sinueuses et dangereuses du cinéma de genre français à l'occasion de la sortie de l'excellent 37 L'ombre et la proie d'Arthur Mollard. À mes côtés, mon fidèle copilote Aurélien Zimmermann, sans lequel nous aurions déjà atterri dans le fossé depuis belle lurette. Aurélien, est-ce que ça roule ? Ça roule à fond, et toi ? Ça roule. Je suis très content d'être là pour parler de l'essence même de notre vie. Et c'est pas du sans-aplomb, c'est le cinéma de genre. Et aujourd'hui donc, le cinéma de genre français. Et notamment le film 37, L'ombre et la proie, qui sort le 20 novembre au cinéma. Et pour ce faire, nous recevons Arthur Mollard, son scénariste et réalisateur, et Marc Missonnier, son producteur. Alors ce film, il est produit sous une entité bien particulière, Parasomnia, qui est un label de long métrage de genre, né de l'association de deux autres entités. Donc on va vous expliquer ça. Arthur, est-ce que tu pourrais te présenter ? Tu as commencé ta carrière en tant que réalisateur de courts-métrages. D'où vient ton appétence pour le ciné de genre et puis quel est ton parcours ? Alors moi, le cinéma de genre, c'est vraiment ce qui m'a attiré vers le cinéma. Des fois, je dis c'est ma langue maternelle au sens où c'est la langue que je parle le plus facilement quand je pense à une histoire. Je le pense immédiatement en termes de genre et par là, j'entends une efficacité dramaturgique, parfois des codes, et puis j'ai un amour pour le cinéma fantastique très très fort. Voilà. Donc voilà pour mon rapport au cinéma de genre. Et pour mon parcours, tu l'as dit, j'ai commencé dans le court-métrage. Moi, j'ai fait des études lettres, philo, histoire de l'art. Et après, j'ai fait une école de cinéma. Et mon film de fin d'études, donc Jiminy, a bien marché en festival en 2013. Et après, j'ai fait un autre court-métrage fantastique. Donc, mon premier film, c'était un film de SF. Et après, j'ai fait un court-métrage un peu horreur fantastique qui s'appelle Scaramouche en 2017. Voilà. Et après, j'ai essayé de faire des longs métrages. Ça nous amène à aujourd'hui. Les deux films avaient eu pas mal de prix en festival, notamment au PIF. Les deux ont gagné à chaque fois au PIF. Moi, je me rappelle que je les ai découverts là-bas. J'aime bien quand tu dis gagner au PIF. Gagner au PIF, voilà. Eh oui. Totalement au hasard. Gagnant est tiré au hasard. Exactement. Et puis, pour un mec dans la rue, hop là. Celles et ceux qui nous écoutent, vous les avez peut-être vus parce qu'ils ont été sur Shadows pendant longtemps, 2-3 ans. Ce sera peut-être l'occasion de les faire revenir pour la sortie de 37. Voilà, on va regarder ce qu'on peut faire, mais ouais, ils seront peut-être de nouveau disponibles prochainement. Merci Arthur. Donc nous sommes aussi avec Marc Missonnier. Donc tu es producteur. Tu as d'abord créé la société Fidélité, puis Moana Film, qui va nous intéresser notamment aujourd'hui avec Parasomnia. Tu as participé à plus d'une centaine de productions au cours de ton impressionnante carrière, et elle était parsemée donc de ciné de genre. Pour en citer quelques-uns, Promenons-nous dans les bois, Un jeu d'enfant, Maléfique, Dorothy, Enter the Void. Peux-tu nous parler de ton impressionnant parcours et puis peut-être commencer à nous évoquer ce qu'est Parasomnia ? Comme tu l'as dit, j'ai effectivement produit beaucoup de films et beaucoup de films différents. C'est ça qui m'intéresse dans mon métier, c'est de faire des choses différentes, mais avec un goût aussi effectivement particulier pour le cinéma de genre, où j'ai fait pas mal de tentatives, certaines réussies, d'autres un peu moins. Évidemment, ça dépend des films. Et parce que j'aime ça, parce que j'aime produire ce genre de films, ce sont des films qui, indépendamment de ce que le spectateur ressent en les voyant, quand on les produit, c'est assez fun à fabriquer. Enfin, voilà, il y a un côté assez ludique aussi pour ces films-là. Et donc, je me suis effectivement associé avec le studio américain Sony. Et je leur ai proposé cette idée il y a plus de 4 ans maintenant. Et pour monter un label de films de genre qui s'appelle donc Parasomnia. Et l'idée, c'était de lancer un appel à projet pour voir quelles sont les idées qui étaient dans l'air et en sélectionner quelques-uns pour aboutir à la production de quelques films. Alors, ce sont des films avec des budgets très restreints, c'est 1 million d'euros. Il se trouve que les films qu'on a choisis sont des premiers films pour les réalisateurs, mais ce n'était pas forcément une intention au départ, mais il se trouve que c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour vous donner une idée, l'appel à projet a été lancé en janvier 2021 et on a reçu plus de 2600 projets. Donc, on a pu matérialiser concrètement l'appétit de tout un tas de gens pour le film de genre.
C'est intéressant ce chiffre d'ailleurs parce que ça montre en effet qu'il y a beaucoup d'envie de cinéma de genre parmi les aspirants ou pas aspirants cinéastes d'ailleurs, puisque j'imagine que je crois même que dans les propositions que vous avez reçues, il y avait déjà des réalisateurs qui avaient déjà réalisé des films. Oui, il y avait des réalisateurs et réalisatrices confirmés, mais ce ne sont au final pas ces projets-là que nous avons retenus. Même moi, j'avais envoyé un truc. Ah bon? Pour tout dire. Ah, tout le monde l'a fait. Ah, d'accord. Oui, bon, j'ai pas été retenu, on va passer à autre chose. Non, ce qui était très intéressant, ton parcours, c'est aussi peut-être cet attachement à l'idée de label, puisque à l'époque, au début des années 2000, avec Canal+, tu avais créé le label B-Movies. Oui. Donc c'était déjà un petit peu ce même type de montage, quelque part, c'est-à-dire d'aller voir une entité de production assez cossue et qui pouvait avoir des idées assez larges pour te suivre sur ce projet et dont était sortie une série de films qui à l'époque était quand même assez novateur. Il y avait pas eu vraiment d'entité comme ça de cinéma de genre en France qui disait bah voilà, on arrive avec plusieurs projets, mais il va quand même y avoir une structure de prod solide, etc. Alors les expériences ont été diverses et variées. Des excellents films en sont sortis qui ont fait l'unanimité, d'autres moins. Comme tu disais, c'est aussi le jeu. Hein. Mais donc cette idée de label, tu y es attaché. Tu trouves qu'il y a quelque chose à creuser dans ce concept de label? Oui, parce que autant je pense qu'un producteur ou une société de production n'est pas une marque en soi. Enfin, je veux dire, il faut être un studio américain pour être entre guillemets reconnaissable. Et que ça veuille dire quelque chose pour le spectateur, parce que dans le fond, c'est ça qui compte, c'est est-ce qu'on arrive à créer une identité alors qu'un label, comme les labels musicaux, un peu, en fait, c'est un peu la même idée, c'est d'avoir une ligne éditoriale, une approche qui soit identifiable pour les spectateurs. Le but, c'est le spectateur. Alors évidemment, j'ai bien conscience qu'on n'en est évidemment qu'au tout début. 37 est le premier film de ce label. Il y en a d'autres qui vont sortir, d'autres qui sont en cours de production ou viennent juste de finir le tournage. Donc j'espère qu'avec le temps et avec, j'espère, un peu de succès, les spectateurs finiront par identifier ce label et viendront voir nos films, quoi. Et du coup, est-ce que c'est compliqué de concevoir justement cette idée de label? Parce que tu parles justement de label de musique. Alors, en effet, on parle Blue Note, on sait qu'on va avoir un beau disque de jazz, etc. Mais est-ce que c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas envie de toujours produire le même film, toujours produire le même genre? Bien sûr, c'est le cinéma de genre, mais qui renferme lui-même une myriade de genres. Et donc, quelque part, est-ce que finalement, l'identité, elle vient peut-être de l'exigence, du soin apporté à tous les aspects au maximum du film, ou est-ce qu'elle vient aussi peut-être d'une envie d'avoir, par exemple, un ancrage social ou d'autres. Enfin, voilà, il peut y avoir, j'imagine, plusieurs portes d'entrée vers l'identité du label. Bah, disons que la ligne éditoriale, elle est d'abord guidée par le fait que ce sont des petits budgets, donc forcément, ça conditionne beaucoup les histoires qu'on raconte. Et si le pitch d'Arthur a évidemment été retenu pour son intérêt et son originalité, mais c'est aussi parce qu'il permettait une production dans ce budget-là. Et l'autre chose aussi, c'est de prendre le genre par le biais du divertissement. Et ça, c'est une différence qu'on revendique. On donne des leçons à personne, évidemment, mais en tout cas, c'est notre identité. C'est-à-dire que même si certains de nos films, et c'est le cas de 37, du film d'Arthur, on peut traiter de sujets qui sont sociaux, qui touchent la société française, on aborde des thématiques actuelles et tout ça, mais on le fait toujours par le prisme, par le biais d'une histoire de divertissement dans lequel il y a une promesse de frisson, de suspense, de thriller, d'horreur qui doit être tenue et qui doit être livrée en premier lieu. Et il se trouve que effectivement, il y a une seconde couche sur laquelle on peut faire tout un tas d'analyse et qu'on revendique aussi. Mais c'est en arrière-plan. Voilà. Donc, c'est du genre de divertissement. Ce ne sont pas des films qui visent d'abord le public des festivals. Ce sont des films qui visent le public. On essaye également, on verra si on y arrive, de viser un public plus jeune que la moyenne d'âge des films français. Les films français en France sont vus par des gens qui ont plus de 40 ans, voire même peut-être plus de 50 pour certains films. Nous, on essaye de toucher les 15-35. Voilà, donc c'est la combinaison de tous ces facteurs qui aboutit, on l'espère, à une proposition identifiable dans les salles. C'est intéressant ce positionnement parce que je trouve que justement il y a toute une vague de cinéma de genre français un peu dernièrement qui, on sent avant tout, veut faire du film d'auteur social et qui met un petit peu de genre dedans.
à plus ou moins bon escient. Là, effectivement, en tout cas, avec 37, on voit que c'est pas le cas. Et moi, je me souviens à l'époque, quand ça avait été annoncé, Parasomnia, il y avait pas mal de médias français qui parlaient de Blumhouse français et tout, parce qu'il y avait besoin de comparer quelque chose. Tu trouves ça pertinent comme comparaison ou pas ? Alors, d'abord, toute proportion gardée, hein, voilà, on se compare pas du tout à Blumhouse. Et puis d'ailleurs, même Jason Blum a mis bien une dizaine d'années avant d'être, de parfaire sa formule, quoi, grosso modo, et d'être identifié. Mais je dirais peut-être que la différence avec Blumhouse, c'est que Blumhouse creuse vraiment le sillon de l'horreur. C'est vraiment ça son cœur le cœur de son identité, quoi. Voilà. Nous, c'est pas ça. Le deuxième film est un film d'horreur, vous verrez, mais c'est pas le cas de 37. Donc on se permet plus de variété dans le genre, mais encore une fois, on ne fait que débuter. Donc franchement, je veux surtout pas qu'on se compare à des sociétés, des producteurs établis depuis bien longtemps, quoi. Et avant de passer à 37, un petit dernier point sur la façon dont Parasomnia fonctionne, c'est l'association avec Sony. Donc, quelle est un petit peu la nature ? Qu'est-ce qui a été mis sur la table ? Qu'est-ce qui a été convenu ? En fait, l'intérêt pour moi de m'associer avec Sony, c'est que pour en revenir au public qu'on vise justement et à cette promesse de divertissement, c'était important de travailler avec un distributeur qui comprend ça, qui a la culture de ça, qui sait comment distribuer ce genre de film et qui sait comment s'adresser à ce public. Tous les distributeurs français ne savent pas le faire. Il y en a qui sont très bons dans ce qu'ils font et je travaille avec certains d'entre eux sur d'autres films. Mais pour les films de genre, en revanche, c'est moins leur cam, c'est moins leur culture, c'est moins leur génération. Et donc, c'est vrai que c'est important, parce que la salle, c'est quand même le cœur de notre métier, de travailler avec des gens qui comprennent ce genre de film, le public auquel on s'adresse et les outils qu'il faut utiliser pour lui parler. Et du coup, alors 37, alors comment s'est opérée du coup la sélection ? Il y avait un comité de lecture, j'imagine, pour la sélection des projets, donc 2600 projets lus. Qu'est-ce qui, dans celui de 37, a tout de suite fait tilt Alors, il n'y avait pas de comité de lecture au sens strict, hein, pour être tout à fait honnête. J'ai, à l'occasion du lancement de l'appel à projet, j'ai recruté un jeune producteur, Rodolphe Bouquet, que j'ai formé en fait, et sa première tâche a été, après avoir conçu le site qui recevait les appels à projets, puisque c'était un pitch d'une page et une note d'intention d'une page, hein, ce n'était que ça au départ, et c'est lui qui a fait le premier tri, donc qui a lu les 2600 projets, c'est vraiment lui qui les a lus. Merci de ne pas avoir choisi le mien. Voilà, donc c'est lui le responsable. J'avais pu, évidemment, avant de lui laisser cette tâche, on avait vérifié bien évidemment qu'on était sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on cherchait. Et de ces 2600, il en a sélectionné 80 que j'ai lus. Voilà. Et de ces 80, on a ensuite abouti à 40 projets qu'on a partagés avec Sony. De ces 40 projets, on en a finalement sélectionné 20. Sur ces 20, on a demandé aux auteurs de ces 20 projets de rédiger un petit synopsis ou traitement de quelques pages. On leur a signé des options pour ça. Ils ont été rémunérés. Alors, c'était pas beaucoup d'argent, mais enfin, ils ont été rémunérés pour ça. Et de ces 20 projets, on a aussi auditionné les réalisateurs, réalisatrices, auteurs, autrices. Certains, d'ailleurs, duos se sont composés à cette occasion. On aura l'occasion d'en reparler pour Arthur. Et au final, on en a sélectionné 5 qui ont été développés en scénario. Voilà. Et sur ces 5 scénarios développés, on a finalement décidé de mettre 4 films en production. Pour l'instant, il y en a 3. Et le 4e est encore en cours d'être mis en route. C'était peut-être le 6e, Laurent, on sait pas. Non, le 21e, parce que du coup, t'as pas été... Ou le 2600e. Voilà. Du coup, Arthur, alors quand tu as envoyé 37, est-ce que c'est un projet que tu as spécifiquement pensé pour cet appel à projet ? Est-ce que c'était un projet que tu avais déjà avant, mais que tu as peut-être adapté pour cet appel à projet, ou est-ce qu'il était déjà parfaitement... on va dire, penser pour une économie de moyens un petit peu de cette échelle et rentrer dans les cases. Et du coup, est-ce que tu peux aussi nous dire un peu le pitch du film, de quoi ça parle, pour mettre en contexte ? Ouais. Alors moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un film dans l'univers des chauffeurs routiers. Ça, c'est un truc, ça me fascinait. Quand je roulais, je me disais, mais c'est quoi la vie de ces gens-là ? Mais je ne trouvais pas de point d'entrée dans ce milieu-là. Je me disais, il faut un passager à côté du chauffeur routier. Idéalement,
j'avais envie d'une figure, ça aurait pu être un vampire et ça aurait été un film fantastique, tu vois, ça aurait pu être un monstre, mais je trouvais pas le bon point d'entrée. J'avais le sentiment que c'était lié à la mort de ce routier-là, donc, mais je n'avais pas l'idée. Quand l'appel d'offres est sorti sur les réseaux sociaux, j'ai 2 copains qui me l'ont envoyé parallèlement. Et là, je me suis dit, peut-être que cette idée-là, qui était à peine une idée, en fait, qui était une envie, pourrait fonctionner sur un budget de 1 million. À ce moment-là, j'imaginais que tout pouvait se passer dans le camion. Ce qui n'est pas le cas dans le film terminé. Et après, j'ai eu un déclic sur l'identité du passager, et à partir de là, la suite du film, elle s'est déroulée assez rapidement, en fait, dans ma tête. À partir du moment où j'ai trouvé l'identité du passager, j'ai compris quel était le genre dans lequel le film s'ancrait. Et donc là, j'ai envoyé le film à Parasomnia. Et le pitch, le pitch, c'est donc effectivement Vincent, un chauffeur routier un peu au bout du rouleau, on peut le dire, prend en stop une jeune femme enceinte et qui se révèle être armée au bout d'un moment. Et donc, il comprend qu'elle a des intentions assez mystérieuses. Mais lui-même n'est peut-être pas aussi innocent qu'il y paraît. Voilà, pour le pitch. Ok. Et donc, à partir du moment où tu apprends que tu es sélectionné par Parasomnia, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une aide au développement du scénario? Est-ce que le tournage arrive assez vite? Il y a combien de temps entre ça et du coup le produit fini? Alors, il y a eu 1 an et demi d'écriture, si je ne dis pas de bêtises. Donc, effectivement, il y a eu un temps d'écriture confortable. Et moi, j'ai demandé très vite Alors, j'ai parlé beaucoup avec un copain à moi qui est routier. Et il m'a vraiment aidé rapidement à trouver les charnières narratives en me disant ça c'est possible, ça c'est pas possible, en me donnant les points importants de l'intrigue. Ça a permis d'avoir assez rapidement quelque chose de proche d'un séquencier. Et par contre, moi j'ai dit à Marc rapidement et à Sony, j'aimerais bien coécrire. Donc à ce moment-là, j'avais pas une personne en tête en particulier pour coécrire. À ce moment-là, Marc et Rodolphe sont allés chercher un peu des gens qui avaient proposé des projets qui n'avaient pas été retenus mais qui les avaient intéressés. Et parmi ces personnes-là, il y avait Claire Patronic, que j'ai rencontré, avec qui ça s'est très bien passé. Et donc Claire Patronic a coécrit le scénario avec moi. D'accord. Et pour compléter ce que disait Arthur, parce que c'est une partie de ta question, on a financé l'écriture. Okay. Ils n'ont pas écrit gratuitement le scénario, bien évidemment. Non, comme avec n'importe quel process d'écriture. Oui, à partir du moment où le film est choisi, après on rentre dans un process classique de production. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, la contrainte financière, parce que tourner un film pour 1 million d'euros et un film de genre pour 1 million d'euros, ça reste aujourd'hui quand même une petite prouesse pour connaître quelques réalisateurs cinéma de genre français qui parfois travaillent avec des budgets double ou triple, se trouvent à l'étroit tout de même. Donc du coup, j'imagine que dans l'écriture, il y a bien sûr les envies qu'on a de mettre plein de choses à l'image, et puis après il y a la réalité du budget. Est-ce que je sais qu'il y a plusieurs écoles, pour avoir discuté déjà avec des producteurs, il y a des producteurs qui disent au début ne t'interdis pas d'écrire ce que tu as envie d'écrire, mets ce que tu veux sur la page et après on y réfléchit. Il y en a d'autres qui disent non, réfléchis dès maintenant, ça t'évitera les réécritures, etc. Certains pensent que ça peut bloquer un peu le processus créatif et que peut-être que d'affiner une idée chère sur une idée moins chère permettra de garder quand même l'intention qu'il y avait dans l'idée. D'autres pensent que justement, pour pas perdre de temps et peut-être possible pas être déçu de se dire je fais une version au rabais de mon premier scénario, il vaut mieux aller directement à l'économie. Donc quelle a été un petit peu ta réflexion là-dessus? Alors, pour le coup, je serais curieux d'avoir d'abord la réponse de Marc. Oui, non, mais quand on a un budget d'1 million d'euros, il y a de telles contraintes qu'on ne peut pas faire abstraction du budget quand on écrit. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on peut concevoir cette démarche de se dire, écris ce qui te fait plaisir, et puis ensuite on voit quand on est dans des budgets plus classiques, voilà. Mais à 1 million d'euros, on est obligé de tenir compte de cette contrainte. Et d'ailleurs, quand bien même ça a été écrit en pensant, en anticipant cette contrainte, on a quand même dû faire des adaptations au scénario par rapport au budget. Ouais, mais en même temps, alors moi, peut-être était-ce dû à ma méconnaissance de combien coûte quoi, tu vois. Mais j'ai eu l'impression qu'on a écrit sans trop se poser de questions avec Claire, quand même. Il y avait évidemment des scènes beaucoup plus onéreuses et plus ambitieuses à certaines étapes du scénario.
petit à petit, en se rapprochant du jour du tournage, on a commencé à me faire comprendre diplomatiquement que les chevaux dans la bétaillère, ce serait bien s'ils disparaissaient, tu vois, des choses comme ça. Sur certaines séquences, 1 ou 2 séquences. Et donc, on a simplifié. On a simplifié au maximum, sans perdre les idées de base. Et le vrai coup de ciseaux qu'on a dû faire, c'est qu'au départ, on avait prévu 25 jours de tournage. Ce qui est déjà... assez conséquent. Non, enfin ça dépend de l'ambition du film, mais ce qui est déjà, oui, je pense, assez serré short, déjà au déjà. débat. C'était quand même pas mal de scénario décors, pas mal de personnages, pas mal de scènes d'action. C'est ça, c'est qu'on a beaucoup de décors. Pour un huis clos, ça aurait pu le faire, mais on n'était pas en huis clos. Il y a quand même, on sort du camion au bout de, 40 minutes de film. Il y a beaucoup de décors. C'était pas beaucoup. On se sentait déjà un petit peu à l'étroit avec ces 25 jours de tournage, et la directrice de production, qui a fait un travail absolument remarquable sur ce film-là, 1 mois avant le tournage, elle est venue me voir, elle m'a dit écoute, c'est mathématique, j'y arrive pas, ça rentrera pas en 25 jours, il faut que tu le fasses en 21 jours. Donc moi, en gros, je pouvais avoir ce que j'avais demandé, mais il fallait qu'on le fasse en 21 jours. Et alors c'est là où il a fallu se creuser la tête au niveau du scénario. On est passé d'une version de 90 pages à une version de 80 pages, mais on l'a fait de façon assez, je vais dire, proactive, au sens où on s'est dit rapidement avec Claire, on sacrifie rien. On va trouver d'autres manières de faire passer les choses qu'on voulait faire passer. On a fait sauter des flashbacks, parce qu'il y avait plus de flashbacks initialement dans le scénario. Et à l'arrivée, on est tous contents qu'ils aient disparu, quoi. Mon monteur, quand je lui disais qu'il y avait des flashbacks initialement, il rigolait en me disant mais on les aurait fait sauter, quoi. C'est souvent le cas, les contraintes poussent à être plus créatif. Ouais. C'est ça. Je me rappelle d'ailleurs au visionnage du film que je m'étais dit tiens, il y a un flashback que j'aurais eu envie de voir. Ouais. Et qu'il n'y a pas. Et je me suis dit, connaissant du coup la contrainte financière du film, je me suis dit, bon, je vois pourquoi il n'est pas là. Ouais. Parce que ça aurait été un flashback dont on ne peut pas parler là parce que sinon on spoil. Mais on comprend pourquoi il n'est pas là. Il est pas, après, il manque pas pour l'impact du film. Mais c'est vrai que pour le trauma d'un des personnages, c'est vrai que j'aurais eu envie de le voir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis à il était bien dans le scénario, hein, si je comprends bien à demi-mot ce que tu dis. Mais à l'arrivée, ça donne ce film avec cette structure qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus ramassée, beaucoup plus straight to the point, quoi. Instantané, ouais. Et moi, je suis très content à l'arrivée. Il n'y a aucun flashback que je regrette. Je suis content du film avec la forme qu'il a. Ouais, c'est un très très beau film. Il y a une vraie finesse d'écriture et de mise en scène, et je trouve qu'il y a une ambiguïté morale qui est très intéressante. C'est-à-dire que pendant une grosse partie du film, on jongle un peu entre notre empathie envers les deux personnages, qui est le bon, qui est le méchant. Enfin, c'est vraiment anti-manichéen. Et notamment, c'est donc, comme je disais, grâce à l'écriture et la mise en scène, mais aussi au jeu du casting, autant dans les rôles secondaires que principaux, mais justement les 2 rôles principaux, donc tenus par Guillaume Potier et Mélodie Simina, qui sont assez incroyables. Moi, je les connaissais pas avant ce film, en tout cas. Comment tu as été en contact avec eux? Comment tu les as choisis? Comment s'est passé cette étape de casting? Alors, en fait, ce qu'il faut dire, ce qui a été quand même super sur ce film-là, c'est que même si le temps de tournage est réduit, on a eu un temps de prépa confortable. Ouais. Bah, j'imagine qu'en plus, c'est un peu la condition sine qua non avec un tournage réduit, c'est que la prépa soit blindée pour que tout se passe au mieux après, quoi. En tout cas, là, c'était le cas. Et pour en discuter avec d'autres réalisateurs, réalisatrices, si tu as un budget confortable mais un temps de prépa réduit, c'est pas plus enviable, quoi. Et là, en l'occurrence, on a eu un temps de prépa confortable et on a eu un temps de casting plus que... je n'ai pas le mot là, mais utile, tu vois. On a pu voir plein de gens. Réellement, on a vu 30, 40 personnes pour chaque rôle. Et notamment donc pour Vincent et 37. Et avec des castings en plusieurs étapes. Voilà, on a eu le temps de réfléchir, de discuter entre nous avec Marc pour voir qui était la meilleure personne à chaque fois, quoi. D'autant que comme ça fonctionne sur un duo, est-ce qu'il y a aussi le fait de se dire tiens, séparément ils fonctionnent très bien, mais après il faut les réunir dans la même pièce et voir ce qui se passe quand ils sont face à face. Du coup, est-ce que c'est une configuration qui s'est passée pour plusieurs de choix initiaux quand vous n'étiez pas encore arrêtés, ou finalement ce face à face vous l'avez fait que quand vous étiez arrêté sur ces 2 acteurs? On a fait des castings à 2 avec certains comédiens, mais il se trouve que Guillaume et Mélodie n'ont jamais passé le casting ensemble. D'accord, ok. Voilà. Donc ils se sont rencontrés une fois qu'ils avaient été embauchés pour les répètes. Ok, ouais, d'accord. Okay. Il faut citer le travail de Sophie Lenné-Djodovic, qui est la directrice de casting, qui a fait vraiment un super boulot. Voilà, et signaler aussi que
les 2 comédiens, on a eu l'information hier, viennent d'être sélectionnés parmi les révélations pour les Césars de l'année prochaine. Donc c'est quand même génial. Trop bien, super, c'est mérité. Ouais, c'est amplement mérité. Et oui, et du coup, l'ambiguïté, elle est sur le papier, mais c'est vrai que c'est dans leur jeu aussi. C'est-à-dire que ça ne va pas être simple, je ne sais pas, au niveau de la direction d'acteur, de réussir à susciter chez le spectateur, vis-à-vis d'un personnage principal, qui sont 2, ce rejet et à la fois cette attraction, cette empathie et à la fois cette défiance. Et est-ce que pour un comédien, c'est simple à jouer ça est-ce que tu te reposes beaucoup sur leur instinct ou est-ce qu'au contraire tu les diriges vachement, puisque d'une scène à l'autre le doute doit basculer, donc il doit y avoir aussi des indices non seulement dans la mise en scène mais aussi dans le jeu, dans ce qu'eux ils dégagent. Est-ce que c'était quelque chose qui a été difficile à entretenir sur le tournage? Alors ça a été très difficile pour 37 parce que effectivement c'est un personnage multifacette qui change. Ça a été hyper difficile. On avait une actrice formidable, mais le personnage était très dur à trouver, à rendre cohérent. Et donc là, tu parles du personnage de Mélodie de 37, oui, pardon. Oui, donc effectivement, oui, d'accord, oui. Mélodie joue un personnage qui s'appelle 37. Oui, bien sûr. On a hésité, c'est-à-dire que jusqu'au montage, très souvent d'ailleurs, on allait sur les prises où il y avait le plus d'ambiguïté. Parce qu'à chaque fois, on voulait qu'il n'y ait pas quelque chose d'arrêté dans son jeu, qu'il n'y ait pas quelque chose d'univoque où on puisse se dire « Ok, je saisis le personnage ». Donc très souvent, on est allé sur les prises avec le plus d'ambiguïté. On a même refait de la post-synchro parfois. On est allé très loin pour maintenir cette ambiguïté jusqu'au bout. Et ça n'a pas été évident du tout. C'était vraiment le personnage casse-gueule, 37. À l'arrivée, on est très content, mais ça, c'était le vrai défi. Sur Vincent, l'enjeu était ailleurs parce qu'il y a une question d'innocence et de culpabilité sur le personnage. Je pense, on va essayer d'en parler sans spoiler. Ouais, bien sûr. Qu'on avait tranché, nous, au scénario. Avec Claire, on s'était dit, OK, la réponse, c'est ça. Nous, on la garde pour nous et on avertit le comédien concerné. Seulement le comédien concerné? Les comédiens concernés. D'accord, parce que ça aurait pu être intéressant, ça, cela dit. Les comédiens concernés, mais pas Mélodie. Voilà, okay. On s'est compris. Je sais pas si les auditeurs vont comprendre quelque chose à tous ces messages mystérieux. C'est avec ça que vous n'avez pas envie d'aller le voir. Rien pour ça, pour pas vous dire j'ai perdu 1h30 à écouter un podcast où je ne comprends rien, allez voir 37. Et réécouter le podcast derrière. Donc, effectivement, là où ça a été intéressant, c'est que les comédiens, je l'ai découvert sur ce film, défendent leur personnage jusqu'au bout. Et ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec les scénaristes et le réalisateur. Ça a créé aussi sur le tournage des prises où des fois on a le sentiment d'aller voler quelque chose au comédien ou à la comédienne. Et c'était très intéressant au montage de faire ces choix-là. Moi, je rajouterais quelque chose sur le personnage joué par Mélodie Simina, donc 37, le personnage de 37. C'est que ce qu'on voulait avec ce personnage, c'était créer une sorte d'icône badass. Voilà, c'était vraiment ça qu'on voulait. C'est pour ça qu'on a cette affiche où elle est au premier plan, en pleine puissance, quoi. C'était ça qui nous intéressait. On trouvait que c'était une figure qui manquait un peu et ça nous intéressait de la mettre en avant, quoi. Ce qui n'est pas forcément simple parce que le film rappelle un peu automatiquement peut-être le plus grand film de thriller routier qui est Hitcher pour moi et qui fonctionne énormément grâce à l'impact immédiat de son méchant. Et là on est avec un personnage qui est beaucoup plus ambigu et puis qui aussi amène autant d'empathie par sa condition que de méfiance. Que de méfiance. Donc, du coup, il y a vraiment un travail encore plus. C'est pas seulement, tiens, t'es Rutger Hauer, t'es face à la caméra, rien qu'à ta tête. On sait que tu vas nous faire le show du méchant de l'année et du siècle. Là, c'est pas que Mélodie est pas bonne dans le rôle, c'est que son personnage, iconiquement, par sa condition, n'est pas le personnage où on se dit, ouais, va falloir que je m'en méfie dès qu'elle apparaît à l'image. Pas du tout. Voilà. C'est ça qui est drôle aussi dans ce travail que tu fais pour en faire le personnage badass qu'elle devient au final. Badass et menaçante et flippante. Non, Hitcher, c'était ma référence principale. Dans le rythme, ça sent. Je te demandais quelles étaient tes références. On pense bien sûr à Hitcher, à Duel, c'est facilement. Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être moins évidents? Voyage de la peur, de Lupino aussi. Très chouette film. Qui était assez méconnu, qui est ressorti en salle à l'occasion d'une rétro Eda Lupino il y a quelques années et qui est vraiment très chouette. Je crois sur Arte. Je pensais un peu à la prod de l'autostop.
aussi. Alors celui-là, je l'ai pas vu. Il y a quelques thrillers routiers qui me Ouais. manquent. J'ai pas vu Détour. Après, dans les refs, moi, j'adore Le Salaire de la peur, évidemment. J'adore Sorcerer. Voilà, pour mes refs préférés. Et alors, je trouve qu'il y a un troisième acteur dans le film. Pour Vas-y, rebondir je sur t'en prie. Hitcher, parce que Ouais, pourquoi vas-y, aussi continue. c'était ma ref, c'est que ce que je trouve formidable dans Hitcher, c'est que la simplicité de l'intrigue fait que les personnages deviennent des archétypes ou prennent une dimension allégorique qui fait qu'en tant que spectateur, tu comprends intuitivement ce dont le film est en train de te parler, tu es en empathie avec le héros et tu comprends que le film est en train de te parler de ton rapport à ta mort, à ton envie de mourir ou à ton envie de ne pas mourir. Mais en tout cas, c'est cette dimension allégorique que je trouve absolument géniale. Et moi, c'était une de mes références et je l'ai donné aussi au chef-op parce qu'on s'est dit, quoi qu'il arrive, même si à un moment, effectivement, on bifurque et on s'ancre plus dans une réalité, il y a ce rapport d'allégorie dans le film. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, la jauge d'essence, c'est une métaphore, parce qu'elle a une importance narrative précise dans le film, c'est une métaphore de la durée de vie qu'on a tous, voilà, du temps qui nous est imparti. Et donc, quelque part, 37 prend cette dimension métaphorique de c'est la mort de Vincent, quoi. Il roule avec sa mort. D'autant que ces deux personnages qui ont des conditions sociales qui les ont tous les deux amenés au bout du rouleau d'une façon ou d'une autre, mais ils ont deux façons complètement diamétralement opposées de se confronter à ce problème dans leur vie. Enfin, Tout à mon fait. sens, ouais. On les a construits en miroir, les deux personnages. Ouais. C'est très intéressant ça aussi. Mais, c'est très bien écrit, on l'a déjà dit, mais vraiment j'ai un beaucoup de chapeau à toi et à Claire. Et je trouve qu'il y a une troisième star dans le film, c'est la mise en scène. Non, vraiment, parce que il y a une envie visuelle, non seulement, mais il y a aussi une ambiguïté visuelle, c'est-à-dire que tu arrives avec des motifs de route campagnarde, de vie de chauffeur routier, etc., à aller trouver des décors, à les éclairer, à les filmer de telle façon qu'ils ne sont plus que ces décors qu'on a l'habitude de voir à chaque fois qu'on apporte les routes, mais qui deviennent de vrais décors cinématographiques et qui amènent des ambiances, qui transportent le film, d'un coup, parfois même vers les limites un peu du surnaturel, ce qui était très intéressant aussi, parce qu'on ne s'attend pas forcément à voir le film, en tout cas, se frotter à ces limites-là, vu son ancrage social, etc. Et donc oui, j'imagine que tu as eu une phase de découpage du film et de réflexion des plans qui a dû être... clairement, on sent que tu as envie de te faire plaisir aussi en tant que metteur en scène, en créant de l'image qui non seulement ait du sens, mais aussi apporte des sensations. Et du coup, est-ce que ça a été un boulot fastidieux, ou au contraire, est-ce que tout ça t'était venu assez vite? Est-ce que des motifs visuels, tu les avais déjà en tête au moment de l'écriture? Moi j'aime bien penser la mise en scène, même à l'étape du scénario des fois, mais en réalité, dès qu'on passe au découpage, ça devient autre chose. Là où il y a eu vraiment une belle rencontre sur ce film-là, et dont je suis très content, c'est que au moment de chercher un chef opérateur, j'avais personne en tête en particulier, et j'ai vu les courts-métrages éclairés par Dino Berguglia, qui est donc le chef-op de notre film, qui est un chef-op suisse, et il avait fait des courts-métrages, notamment deux qui m'avaient très impressionné, où il arrive à filmer une réalité sociale très quotidienne, très prosaïque, mais toujours en créant un décalage qui la montre en fait sous son jour d'étrangeté en quelque sorte. Je trouvais ça assez lynchien, entre guillemets, la manière dont il filmait, et j'avais beaucoup de mal à choisir des chefs-op à contacter, et lui, quand j'ai vu ses courts-métrages, je me suis dit, alors ça c'est exactement ce que je veux en fait. C'est effectivement qu'on aille filmer des stations-service, des aires d'autoroute, comme si c'était des lieux étranges et fantastiques, quoi. Comme dans Hitcher. Ouais. Et là-dessus, ça a été une belle rencontre, et voilà, il a une patte, il a un style particulier. Du coup, c'est intéressant de vouloir amener ce côté lynchien immédiatement, alors que sur le papier, on est sur un thriller autoroutier, d'efficacité, etc. C'est déjà ce vrai parti pris un peu de surréalisme qui est déjà là dès le choix du chef-op, en fait. Oui, et puis dès l'envie initiale de filmer le routier, pour moi, c'était aussi l'envie de filmer ces lieux-là de transit. Qui, moi, je sais pas, ça me fascine les stations-service, par exemple. Oui, c'est des vraies scènes, des vrais lieux de cinéma dans lesquels, ne serait-ce qu'une station-service la nuit au milieu de nulle part, déjà, tu as déjà une image de cinéma en soi. Ouais. Et il y a des plans qui sont assez techniques à tourner. Tu as des plans aussi de cascades, etc. Je veux dire, du coup, pour 1 million d'euros, on
a vraiment pour son argent, je trouve, à l'écran. On les sent pas, en fait, vraiment. Je précise que pour ces scènes-là, les scènes en particulier de cascade, malgré notre budget et le peu de moyens, on n'a pas transigé sur les questions de sécurité. Bien sûr, autres. j'imagine, ouais. Non, mais je précise quand même parce que c'est important de le dire. On n'a pas bricolé dans notre coin. C'est un film fait avec des professionnels. C'est un film fait dans les règles de l'art du cinéma. Oui. Voilà, mais ça me donne l'occasion aussi de dire, et pour parler du chef opérateur, mais aussi d'autres membres de l'équipe, c'est que ces films-là, c'est aussi l'occasion, non seulement pour un réalisateur ou une scénariste de faire leur premier film, mais c'est aussi l'occasion pour certains techniciens aussi de faire leur premier film. C'est le premier film du chef opérateur, c'est le premier film du monteur, c'est le film premier assistant. Il y avait plein de techniciens qui étaient en responsabilité pour la première fois, des jeunes techniciens, et c'était l'occasion de leur donner la possibilité de pratiquer leur métier, quoi. Tu étais sur le tournage, toi, Marc? Tu vas sur les tournages ou pas? Je suis passé sur le tournage, je passe sur les tournages, je ne suis pas constamment sur le plateau. Je pense que je suis plus utile, honnêtement, en n'étant pas justement pris par le quotidien du plateau, mais en ayant plus de recul, en regardant les rushs. J'avais en revanche des discussions avec Arthur chaque fois que c'était nécessaire sur des questions que je me posais ou des remarques que je lui faisais sur les rushs. Et voilà. Mais sur le tournage, honnêtement, quand tout se passe bien, parce qu'évidemment, quand il y a des problèmes, là j'arrive, mais quand tout se passe bien, non, je passe parce que je dis bonjour à tout le monde, je vérifie qu'il y a une bonne ambiance et voilà. C'est vraiment chouette. On a l'impression en tout cas que le côté artistique et financier travaille main dans la main un peu avec Parasomnia. Est-ce que du coup, Arthur, tu peux dire que tu as eu le director's cut où il y a eu quand même vous avez discuté de différents choix de montage, de cut entre prod et réal? Et les deux. Ouais, les deux. Ouais. Non, il y a eu une discussion permanente de l'écriture au montage, jusqu'au son, quoi. Alors Marc, c'est un producteur, moi j'ai pas de comparatif, mais assez précis, c'est-à-dire qu'il peut te dire là il manque un insert. Et du coup tu dis bon, je vais faire l'insert pour lui faire plaisir, et en fait au montage tu dis oui, il avait raison, il nous manquait un insert. Donc là-dessus c'est très rassurant pour un réalisateur. Et après les discussions elles étaient hyper intéressantes parce qu'elles étaient à l'écriture. Vu ce dont on a parlé sur ces questions d'ambiguïté, d'ambivalence, et elles se sont retrouvées au montage et on a questionné le film jusqu'au bout, jusqu'au dernier plan. Voilà. Mais quand on n'est pas d'accord, très souvent Marc quand même laisse le dernier mot. Bah oui, sur le dernier plan en l'occurrence, tu as eu le dernier mot. Le dernier mot sur le dernier plan. Donc j'ai eu le final cut sur le final plan. Justement, je trouve ça intéressant cette ambiance. Non, j'allais dire qu'on passait à la suite, mais si tu as d'autres questions. Oui, je voulais revenir justement sur cette idée que Marc, tu évoquais de mettre le divertissement en premier plan. Et ce que je trouve vachement bien pour un premier film du label qui est censé un peu quand même asseoir son identité et son ambition, c'est que finalement c'est un film plein d'ambiguïté dans le divertissement, dans le cœur même du divertissement, et aussi avec un vrai ancrage social. Qui est là depuis le début, ne serait-ce que par son univers et qui ne fait que grossir, et qui pourtant ne vient jamais phagocyter les éléments de genre. Et je trouve que c'est pas facile d'écrire un tel film. Je me rappelle quand La Nuée était sortie, le concept du film était génial, tous les éléments artistiques du film étaient géniaux. Moi personnellement, je trouvais que le film faisait un peu à chaque fois un pas de côté, c'est-à-dire tiens, là c'est une scène de genre, là c'est une scène sociale. Avec Acide, après Je suis Lippo, il a vraiment réussi à mieux travailler sa formule. Je trouve que Acide pour le coup a vraiment un côté Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Vous n'êtes pas d'accord, j'ai l'impression. Non, mais moi j'avais vraiment beaucoup aimé Acide et je trouvais justement que voilà, là, le propos social se mariait vachement dans l'action, etc. Et que tout était de concert. Et je pense que à mon avis, ça doit être assez difficile à obtenir. Et c'est pour ça que je voulais vraiment renouveler je trouve l'amour que j'ai pour 37, parce que déjà, nous on l'a vu il y a pas mal de temps déjà. Et le film n'a jamais quitté ma mémoire. Et justement pour ces qualités-là, où je me disais, tiens, j'ai vraiment vu un thriller routier ultra efficace, tendu, où j'étais un peu agrippé, je me disais oui, mais qui est qui pourchasse qui, etc. Et puis au fur et à mesure je me disais je pense à cette thématique, et puis j'ai réfléchi, je me dis ce que je te disais tout à l'heure, tiens, ce personnage représente ça, ce personnage représente ça, etc. Et aucune de ces facettes analytiques que j'ai pu avoir du film, que ce soit au niveau du plaisir du spectateur que j'ai ressenti ou au niveau des pistes narratives et thématiques que j'y ai vues, ne phagocyte l'autre. Je trouve que c'est un bel ensemble, et vraiment je trouve que c'est un bel achèvement. Ouais, c'est gentil, merci, ça me fait plaisir, parce qu'effectivement on s'est beaucoup pris la tête sur ces questions-là, exactement sur ça, c'est-à-dire de trouver le bon dosage
entre l'intrigue, le divertissement et les thématiques sociales ou autres qui sont abordées. Parce que je pense que ça, c'est une expérience qui peut intéresser les scénaristes qui nous écoutent. Écrire pour le CNC, ce n'est pas comme écrire pour Bien sûr. une major comme Sony. C'est-à-dire que moi, j'ai fait les deux, parce que j'ai essayé de faire des films avant en passant par des canaux traditionnels de financement. Et évidemment, en tant qu'auteur de genre, quand on envoie un scénario au CNC, on a des retours et parfois, on a le sentiment qu'il faut un petit peu souligner la dimension sociale. On a un petit peu le sentiment qu'il faut faire des notes d'intention qui montrent qu'on maîtrise hyper bien notre sujet, que tout est clair dans nos têtes, ce qui est rarement le cas en vérité. Et alors que les retours de Sony, c'était, sur 37 en tout cas, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu plus de violence ? Est-ce qu'elle pourrait tuer les gens de manière plus sanglante ? Ça, c'est bien. Et ça, en tant que... Enfin, c'est libérateur, quoi. Oui, c'est Ouais, clair. Oui, parce que tu te sens plus poussé dans ton envie de faire du genre que bridé. Et je pense que peut-être du côté du CNC, ça serait bien qu'on, je sais pas comment, voilà, au niveau des comités de lecture, qu'on encourage les auteurs à se lâcher, à y aller à fond dans leurs propositions. Et ça ferait du bien. Parce que le propos social, à l'arrivée, il doit être intrinsèque au concept. Bien sûr. C'est exactement ça. Oui. Et moi, ça m'a fait un bien fou quand j'ai vu le film, justement, parce que j'étais un petit peu blasé du cinéma de genre français des dernières années, justement pour cet aspect-là très social, très on utilise le genre un peu comme un petit vernis, mais on n'y va pas trop non plus, ce serait vulgaire. Et là, de voir un film qui prône ça à fond, qui va à fond dedans, dans le divertissement, et qui embrasse à fond son statut de thriller parano et de vouloir faire du cinéma avec de la mise en scène et de parler de choses avec ses images et son ambiance et son son et tout, et la qualité de production d'ailleurs pour 1 million, elle est assez incroyable. Ça aussi, on a été très très ravis. Donc ouais, effectivement, bravo à vous. Allez voir 37. À tout le monde. Hein, qui est long, qui est la proie, on ne sait pas. Allez voir. Voilà, donc on voulait profiter du coup un petit peu de vous avoir, puisqu'on parle 37, un film de genre français, Parasomnia, un label de genre français, donc on s'est dit continuons à parler de cinéma de genre français. Et donc comme d'habitude, autour de cette table, on demande aux invités de venir un petit peu avec un film dont ils ont envie de parler dans le cadre de la thématique de l'émission. Alors on n'a pas préparé les petits papiers cette fois, d'habitude on fait des petits papiers, on tire les films au sort, mais là on s'est dit... Alors on choisit les films, mais on tire l'ordre au sort. Attention. Oui, voilà, c'est ça, oui, on choisit pas les films au sort. Ouais. Et voilà, donc Arthur, est-ce que tu veux débuter l'exercice ? Avec d'autant plus de plaisir que je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, le sentiment très libérateur de voir un film de genre où je me suis dit, ok, le propos est intrinsèque au concept, mais le réalisateur se lâche. Je l'ai eu 2 fois l'année dernière. Je l'ai eu en regardant Vermine, et je l'ai eu en regardant Vincent doit mourir. Alors, j'ai choisi Vincent doit mourir parce que Vermine, beaucoup de gens l'ont vu, donc je me suis dit, bon, allez, mettons le... On a fait un épisode dessus en plus. Mettons le coup de proche sur Vincent doit mourir. Qui aurait pu être un autre titre pour ton film. Absolument. C'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Vincent doit mourir avec un point d'interrogation. C'est ça. Et moi, je le trouve formidable, ce film, à plein d'endroits, mais surtout parce que... alors déjà, il y a un ton qui je trouve unique. Enfin, il dirige ses acteurs, Stéphane Castan, merveilleusement, et l'humour du film marche très, très fort sur moi. Et en fait... là, c'est au bout d'un moment, le film, je l'ai vu dans une salle à l'UGC Léal, et j'ai eu le sentiment qu'il y a un truc assez fort qui se produisait dans la salle, même à la sortie du film. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis pas dit je suis en train de regarder un film fantastique, un film de genre. Je me suis dit je suis en train de regarder un film réaliste qui me parle de ce que vit une personne qui se sent isolée, qui se sent traquée. Et du coup, j'ai été connecté directement au film, sans la distance parfois confortable que le genre installe. Et à partir de là, notamment tout ce rapport qu'il a avec son chien, parce que les gens, voilà, enfin on voit bien, les sans-abri qui ont des chiens, ils développent un rapport personnel à leur chien. En fait, le film, à plein d'endroits, je trouve, touche juste et restitue très bien un sentiment de solitude, d'isolement, de paranoïa. Et même à un niveau où sur le dernier acte, j'ai eu le sentiment qui me parlait de manière très très universelle de qu'est-ce qui se passe quand une personne en tue une autre, quoi. Quel aveuglement psychique peut avoir lieu pour qu'un être humain tue un autre être humain.
Et ça me parlait particulièrement aussi à cause du contexte politique de l'époque, quand j'ai découvert le film, qui se poursuit aujourd'hui. Et voilà. Et là-dessus, je trouve le film très fort à cet endroit-là aussi. Est-ce que tu pourrais pitcher le film pour les gens qui l'auraient pas vu? C'est justement ce que je me Ouais, j'aurais dû le faire au début. Non, t'inquiète pas. C'est une erreur de débutant, ça. Vincent doit mourir, donc c'est le personnage de Vincent qui est incarné par Karim Leclou, qui du jour au lendemain se rend compte que les gens dont il croise le regard veulent le tuer, de plus en plus. Et petit à petit, ça prend des proportions assez folles, à tel point qu'il est obligé d'aller s'isoler à la campagne. Voilà. Et puis ils veulent vraiment le tuer. Il n'y a pas de préliminaire, quoi. C'est bim, un gros coup d'ordinateur dans la tronche. C'est la première scène qui est ultra efficace. En plus, ce qui est bien, c'est que ça arrive assez tôt dans le film. Ouais. Donc après, la tension, elle est tout de suite là. Et moi, ce que j'aime bien, en plus, c'est les films où les personnages se révèlent dans l'action et non pas où on passe le premier acte à nous dire qui ils sont avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je crois d'ailleurs que, pareil, vous avez un peu suivi cette prérogative sur 37. Mais quand on a 80 pages de scénario, on n'a pas tellement le temps de... oui, c'est ça, il faut y aller direct. Moi, il se trouve qu'en plus, j'ai connu à une époque le scénariste de Vincent doit mourir, Mathieu Néert, qui est aussi un comédien et réalisateur, excellent comédien, excellent réalisateur de court-métrage, j'espère d'ailleurs qu'il va passer à la mise en scène d'un long. Et oui, en effet, je trouve que le concept même du film a un côté à la fois fourre-tout et et en même temps universel. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien se dire, tiens, c'est vrai, cette aliénation qu'on peut avoir de se trouver que le monde entier nous agresse, etc., jusqu'à en effet penser à c'est ça d'être un SDF, c'est ça d'être un réfugié, c'est ça d'être un etc. Il y a un côté d'un concept extrêmement simple de tirer une vérité existentielle de la condition humaine et sans jamais non plus trop creuser le truc verbalement. On reste quand même auprès de quelqu'un qui n'intellectualise pas vraiment ce qui lui arrive. Et c'est vraiment au spectateur de projeter son propre ressenti. Moi, j'adore les films qui arrivent à faire ça. C'est très difficile, je pense, de faire un film qui est différent pour chaque personne qui le voit. Et c'était un bel accomplissement. J'ai trouvé ça très très bien aussi. Moi, j'aime bien le film. Il m'avait un petit peu déçu quand même, parce que j'adore les promesses qu'il met en place et j'adore la première partie du film, notamment jusqu'à une scène un peu pivot de baston dans une fosse septique qui est assez épique. J'avais été assez déçu de la direction qu'il prenait par la suite. Justement, je trouvais qu'il tenait pas toutes ses promesses en partant dans un peu une amourette dont je me foutais un peu, et j'avoue que j'avais trouvé aussi les personnages, notamment le personnage Karim Leclou, qui lui joue très très bien, hein, mais assez antipathique, et du coup j'avais du mal à m'attacher, à m'intéresser vraiment. Mais la promesse de départ est folle, et je trouve que dans la première, en tout cas, on est un peu dans une espèce de The Sadness franchouillard, et ça m'avait fait bien marrer. Voilà, mais pour moi, j'avais pas été totalement conquis, parce que justement, j'avais l'impression que le film s'était arrêté sur sa promesse en cours de route pour partir dans autre chose qui, moi, m'a pas parlé, mais qui peut saisir d'autres personnes. Voilà. Mais effectivement, il m'avait laissé un peu sur le bord de la route sur son deuxième temps, quoi. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est aussi un film d'un label de cinéma français. Tout à fait. Wild West. Oui. Tout à fait. C'est le premier film officiel de Wild West, même si Wild West, c'est une évolution de SoFilm. C'est ça, voilà. Oui, c'est SoFilm à l'origine, oui. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pas leur premier coup d'essai, mais je crois que Vincent doit mourir est vraiment le premier film officiel où le logo Wild West apparaît. Et voilà, et qui, du coup, aussi, pour un premier film, choisit un film qui a un propos social, mais qui a quand même une approche du genre très frontale, qui veut jouer avant tout sur son concept de film de genre, etc. Donc, le parallèle est plutôt marrant. Tu l'as vu, Vincent doit mourir Non, moi je ne l'ai pas vu. J'ai vu évidemment Vermine, bien sûr. Mais effectivement, j'y suis pas allé parce que j'avais eu des retours effectivement mitigés, quoi, pour être honnête. Et puis en plus, c'est pour ça que j'y suis pas allé. En fait. J'ai passé tout le film à me dire pourquoi il met pas des lunettes de soleil. Parce que vraiment, les gens pètent un plomb tu sais quand ils tourné croisent son regard. Stéphane Castan expliquait qu'ils avaient tourné la scène avec les lunettes de soleil, et puis ils l'ont fait sauter au montage. En fait, pour moi, il aurait suffi d'une scène où il teste et il voit que ça marche pas pour enlever ce petit truc qui m'a fait tiquer tout le film. En fait. Le film n'est pas hyper rigoureux sur les règles, en fait. Ouais, bien sûr. Moi, je fais partie des spectateurs qui s'en foutent, qui font abstraction de ça. Mais effectivement, pour les spectateurs un petit peu vraisemblants... en fait, ça dépend vraiment de l'approche du film. On en a parlé d'ailleurs récemment avec The Substance. The Substance, c'est un film où le personnage doit suivre des règles très précises. Et là, c'est l'inverse. Elles lui sont pas expliquées et le personnage les comprend tout de suite. Ouais, mais dans Substance, mais comme on est dans une satire, dans une farce où on n'est pas du tout dans le monde réel. Il me semble que les règles sont expliquées quand même. Oui, mais très sommairement. Oui, mais genre, elle a tout un truc de seringue avec des numéros et elle comprend immédiatement que ça doit
doit aller dans telle partie de la seringue, le petit bocal, Ah qu'il oui, faut le mettre d'accord. dans telle Oui, veine, d'accord, etc. Tu vois, d'accord. Oui, effectivement. et au début, c'est vrai que la première fois, au début du film, je me disais, bah oui, elle comprend tout de suite. Puis finalement, en fait, Ouais. l'univers du film fait qu'on comprend complètement qu'on n'en a rien à faire. C'est Oui. pas le propos, quoi, de réfléchir à ce genre de vraisemblance. Voilà. Alors que Vincent Damouer s'ancre plus dans Tout à fait. une Je vois ce que réalité tu veux dire. sociale. Ouais. Aurélien. Allez, Quel film as-tu à moi. Alors, moi, j'ai choisi un gros morceau en tout cas pour moi. Donc, j'ai fait Martyr de Pascal Laugier, que voilà, je pense que beaucoup parmi celles et ceux qui nous écoutent l'ont vu. C'est très connu. Donc, film de 2008 que j'ai découvert en 2008 au cinéma. Je me souviens. Donc, j'avais 16 ans. Et j'étais Tout allé... juste l'âge. Ouais, tout juste l'âge. J'ai failli pas le voir parce qu'il a failli être Parce qu'il interdit moins de 18. Ouais. Et j'étais allé Bordeaux, rive droite, donc j'avais fait plus d'1h30 de route parce qu'à l'époque j'étais chez ma mère à Saint-Médard-en-Jalles. Donc j'étais allé jusqu'à Bordeaux, puis pris un autre bus, un autre tram pour aller rive droite dans le seul cinéma de Bordeaux qu'il passait pour le voir. T'imagines, le film aurait été nul. Ouais, j'avoue. Mais voilà, c'était l'époque où je lisais à fond de Manouvis et tout. Et de toute façon, voilà, où je commence. Enfin, 16 ans, non, je commençais pas. Je suivais déjà bien le ciné de genre et j'essayais d'aller voir tout ce que je pouvais. Et donc là, le film m'attirait énormément et j'ai pris une claque énorme. Puis ça m'avait fait marrer parce que dans la salle, il y avait un peu des jeunes et tout qui sont partis pendant parce qu'ils ont été chamboulés par le truc, qui s'attendaient peut-être à voir un hostel bis, saut. C'était un peu la période comme ça des torture porn. Il se trouve que Martyr, en soi, n'en est pas un. Ah non, c'est l'inverse. En voilà. soi, il en est un, mais... c'est ça. Donc, très vite, de quoi ça parle? On suit l'histoire de Lucie, donc une jeune femme qui est traumatisée par la séquestration qu'elle a vécue pendant son enfance. Et elle arrive à s'échapper, mais ses bourreaux ne sont pas capturés. Donc elle passe son enfance dans un orphelinat où elle se lie d'amitié avec Anna. Et un jour, elle pense, donc elle est devenue adulte, jeune femme, elle pense avoir retrouvé ses tortionnaires. Et donc elle embarque sa meilleure amie Anna dans une quête de vengeance brutale et tragique. C'est le deuxième film de Laugier et pour moi c'est déjà film de la maturité parce que son premier c'était Saint-Ange en 2004 qui est dans le making-of du Pacte des loups il était réalisateur du Pacte que Laugier réalisait tout à fait. et en fait il utilisait le matériel de montage pendant le making-of pour monter son dernier court-métrage qu'il a montré à Christophe Gans et Pascal Legrand et ils ont aimé et ils ont décidé vas-y on va se lancer, on va produire ton premier long et ça a donné Saint-Ange, un film qui est que moi j'aime bien mais qui est très très influencé. C'est un film d'horreur gothique avec Virginie Ledoyen en l'occurrence qui est très beau mais voilà on sent les influences de Argento, du cinéma de Fucci, voilà, du cinéma d'horreur italien, du cinéma d'horreur gothique un peu à l'ancienne, très beau, mais voilà, très référencé, un petit peu bancal dans son rythme et dans ce qu'il veut dire, mais avec de très belles images et on sent déjà une maîtrise de la mise en scène et de la narration qui est quand même là. Et donc, Martyr, c'est un peu l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une descente aux enfers inarrêtable qui s'installe dans aucun genre horrifique prédéfini et même qui va en plus venir tordre un peu les codes et les gimmicks et les attentes qu'on peut avoir avec ce dans quoi le film s'installe au début en tout cas. Et en fait on se retrouve pris comme ça dans une spirale de violence assez brute et entière qui cache en son sein une histoire d'amour assez magnifique et tragique et je trouve qu'on n'en parle pas souvent de ça quand on parle de Martyr mais moi je trouve que c'est une hyper belle histoire d'amitié entre deux femmes et donc voilà à l'époque le film donc pour sa violence très accrue parce que voilà c'est vraiment on est à la fois dans le body horror un peu dans le torture porn mais je vais vous dire pourquoi c'est quand même un anti-torture porn mais voilà ce que je veux dire c'est qu'à l'époque de sa sortie 2008 il avait failli interdit moins de 18 ans ce qui aurait vraiment tué le film et toute l'équipe du film et des gens des proches et tout ont manifesté contre cette censure là qui du coup a été levé et le film a pu sortir interdit moins de 16 ans et donc moi j'aurais fait partie de ceux qui n'auraient pas pu le voir et j'aurais été très très triste alors que c'est un film qui à 16 ans m'a profondément marqué et a encore plus ancré mon amour pour le cinéma extrême, le cinéma de genre et le cinéma radical parce que ça m'avait aussi profondément touché et là où j'adore un film comme Hostel ou Saw qui va montrer les sévices des corps par pur plaisir, par pure joie de les voir et que c'est assez festif et c'est très bis et c'est très cool. Là, j'adore pour une toute autre raison, c'est qu'on est dans un truc très 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 sérieux et Laugier filme pas les sévices par sadisme, ni pour simple esthétique du morbide, du sang, des chairs meurtries. Il les filme pour décupler l'impact émotionnel du film, les sentiments de ses héroïnes, et en plus établir un discours que je trouve très intéressant sur l'incapacité de l'homme à accepter sa propre fin, ce qui mène inéluctablement à la destruction de la vie, et c'est vraiment de ça dont le film parle. Vous verrez le film, enfin vous verrez, si vous l'avez peut-être déjà vu, voilà. Le film est vraiment construit en deux parties Il est sur Shadows. Voilà. Et il est sur Shadows, tout comme toute la
filmo de Laugier. Il y a Saint-Ange, il y a Martyr, il y a The Secret et Ghostland. Moi, j'adore le cinéma de Laugier. Pour moi, Martyr, c'est vraiment un chef-d'œuvre et un des plus grands films du cinéma français. Même pas du cinéma de genre français, du cinéma français. Voilà, vive Martyr. Et les deux actrices sont incroyables. Ouais. Un petit mot sur elle, c'est Anne, je les ai notés, pardon. Morjana Alaoui et Mylène Jampanoy qui sont incroyables. Vous avez vu Martyr? Ouais. Ah. Je l'ai vu à sa sortie. Il faudrait que je le revoie. Ouais. Ouais. Bah, c'est un sacré film. Je l'ai revu après sa sortie en vidéo. Là, ça fait un bout de temps que je l'ai pas revu. Mais moi, je sais que c'est le seul film, je crois, qui m'a provoqué une vision. C'est-à-dire que le film se termine sur un. Il y a un moment crucial, climax du film, où plein de personnages attendent que le personnage torturé ait la vision qui va leur révéler la réponse qu'ils attendent. Et bien sûr, Pascal Laugier se garde bien de le montrer, mais il y a quand même toute une mise en scène de l'attente de cette vision. Et moi, en fait, j'ai imaginé moi-même, pendant la séance, quand j'ai découvert le film, ce qu'elle voyait. J'ai eu une image à sa place. Et alors? Je ne dirais pas. Mais non, j'ai vu un truc à la Hellraiser, un truc vraiment complètement fou, extrêmement gothique, torturé, etc. Et ce n'était pas dans le film. Et c'est vraiment la seule fois de ma vie que cette expérience m'est arrivée. T'as cru que c'était dans le film et quand tu l'as revu, t'as Non. J'ai été conscient que le film m'avait lui-même amené à imaginer ce qui se cache de l'autre côté. Voilà. Et en plus, je l'ai imaginé aussi en rapport à qu'est-ce qui motive, puisque finalement les gens dans le film qui veulent avoir cette réponse, c'est les méchants de l'histoire et c'est pour des raisons très égoïstes. Donc du coup, j'ai imaginé quelque chose aussi forcément un peu de punitif, quelque chose où il se dirait ah bah tiens, on a la réponse, mais en fait merde, on est foutu, on va se faire défoncer par ce qu'on a imaginé, quoi. Donc ça a été aussi guidé par le cheminement moral du film, justement, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était très très fort pour ça. Je trouve le film très très fort, et en effet, ce que tu dis sur la torture, pour moi c'est un torture porn, puisque le principe de torture porn, c'est de filmer la torture des gens, mais d'y prendre du plaisir, mais d'y prendre dans un côté vicieux, dans un côté ou pas. Moi j'ai vu des torture porn où ils prennent du plaisir. Je défie quiconque de le faire, parce que le film s'intéresse plus à la souffrance, et prendre plaisir à la souffrance, après bon, là pour le coup c'est plus le spectateur qui va choisir d'y prendre du plaisir ou pas. Mais là, en revanche, c'est le film qui te guide si tu dois en c'est prendre le film aussi, oui. Ouais. Mais là, ouais, en revanche, le film te dit clairement que, ne cherche pas à prendre du plaisir. En plus, c'est un film que Pascal a fait sous le coup d'une souffrance psychologique de l'échec de son premier film, où il avait vraiment envie de mettre une rage sur le papier, et que le film soit vraiment un cri de rage, et c'en est un de A à Z. Pascal, il fait toujours des films qui sont extrêmement personnels dans les questionnements qu'il a et dans les choses qu'il ressent, et ça se sent spécialement, je trouve, dans Martyr. Il avait dit un truc en interview qui m'avait marqué à l'époque, parce que c'était un truc que je disais un peu à ma mère quand j'étais petit, elle s'inquiétait que j'aimais autant les films d'horreur. Et je lui disais mais moi ça me fait pas peur, enfin ça me fait pas mal. Moi ce qui me fait mal, c'est de voir le journal 20h et la réalité du monde et tout là. Je lui disais ça et ça a marqué. Et Pascal Laugier, il avait dit ça en interview, il dit mais mon film il est pas violent pour moi. Alors c'est un peu provocateur aussi de dire ça, mais dans ce qu'il voulait dire, il dit pour moi ce qui est violent, c'est d'allumer la télé, c'est n'importe quel jeu de télé-réalité qui sont une espèce de microcosme des violences sociales qui sont mis en pur divertissement. Moi c'est pas ça que j'ai fait. Moi je veux en fait c'est l'inverse. D'ailleurs 37 faut aussi un peu l'inverse, c'est de prendre des violences sociales et de montrer leur impact, mais en amenant les gens à les voir sous le prisme du cinéma de genre, d'un cinéma de divertissement. Moi je vois le genre effectivement comme un paravent, comme quelque chose qui nous protège d'une réalité brute qui est indicible, qu'on ne peut pas, que notre cerveau ne peut pas traiter. Quand on regarde le 20h, en ce moment, c'est juste pas gérable, et le filtre du genre nous crée un paravent qui ne nous cache pas la réalité, qui nous la montre, mais avec un filtre déformant qui fait qu'on peut l'ingérer, l'intégrer dans notre ordre symbolique, quoi. Et le fait de choisir de se l'imposer change tout aussi, parce qu'on choisit pas la violence du monde autour de nous, quoi. Voilà. Là on choisit de regarder ces films parce que ça nous parle de quelque chose. Mais je pense que pour moi c'est pour ça aussi, c'est pour les mêmes raisons que le cinéma de fantastique ou le cinéma horrifique est important, parce qu'il nous protège en même temps qu'il nous permet quand même de saisir la réalité. Mais moi c'est un peu ma limite en fait par rapport au genre, pour être tout à fait honnête, hein. Le côté effectivement corps supplicié, torture et tout ça, moi en tant que spectateur et donc en tant que producteur, je prends pas de plaisir à voir ces films-là. C'est intéressant d'ailleurs, parce que est-ce que tous les producteurs
mettent en avant leur impression de spectateur. Les impressions de spectateur, finalement, c'est des impressions de gens qui aiment le cinéma. Mais tandis qu'un producteur, on pourrait se dire qu'il peut réfléchir aussi financièrement avant tout, les modes. Oui, mais vous savez, c'est tellement difficile de faire un film, pour un réalisateur bien sûr, mais aussi pour un producteur de monter un film, que il faut avoir un minimum d'affinité avec ce qu'on fait. Je crois pas au cynisme total par rapport au film qu'on fait. Bien sûr qu'il peut y avoir il y a certains producteurs qui montent des coups, voilà. Bon, ça peut peut-être arriver de temps en temps de saisir des opportunités, tout ça, mais quand même, généralement, on se bat pour les films qu'on fait. Bien sûr. On doit convaincre ceux qui nous confient de l'argent pour les fabriquer. C'est pas mon argent qui est enfin c'est une partie, mais c'est pas que mon argent qui sert à fabriquer le film. Il faut que j'aille convaincre Sony, Canal, d'autres gens pour qu'ils nous donnent des budgets pour faire le film. Donc il faut être soi-même convaincu. On peut pas être convaincant si on n'a pas une connexion avec ce qu'on fait. Et donc du coup, effectivement, je pense que, en tout cas dans les films qu'on a choisis jusqu'à présent dans le label, et sans doute pour la suite, moi c'est un genre avec lequel j'ai du mal, comme spectateur et donc comme producteur. Alors que ça peut marcher en salle, hein. On a vu des exemples récemment, on parlait de Terrifier 3 juste avant. Ça peut marcher en salle. Hein. Oui. Après, Martyr, pour le coup, effectivement, la violence, elle est jamais agréable. Terrifier 3, c'est fun quand on aime ça. Martyr, la violence, le film, il est dur à voir, quoi. Moi, il m'a marqué pour ça aussi, c'est que c'est pas un moment agréable. Mais paradoxalement, c'est un très grand film et c'est un très grand moment. Mais voilà, c'est pas le seul à faire ça. Hein. On peut peut-être un peu, même, il y a d'autres films, on peut parler d'Irréversible, de films comme ça qui sont très très durs à regarder et où on passe un mauvais moment. Mais c'est un moment important qu'on retient. Et Martyr, c'est pas un film que je vais regarder tous les mois, quoi, parce qu'il est éprouvant. Et soyez avertis si vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir, c'est un film très 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 éprouvant. D'ailleurs, petit aparté, produire Enter the Void, ça va, c'est une belle prise de risque. C'est marrant parce que chaque fois qu'on me parle de Gaspard Noé ou de on me dit que ça a dû être difficile de travailler. Non, moi je dis pas difficile. Mais pas du tout en fait. Non, je dis pas difficile. Ah bon, d'accord. Non, je veux dire sacré pari. Ah oui, c'est un sacré pari. Oui, c'est un sacré pari. Je trouve que moi j'ai produit un seul film de Gaspard, c'est Enter the Void. Et paradoxalement, ce qui m'a le plus conquis, j'avais très envie de travailler avec Gaspard, évidemment, son travail, on le connaît tous. Mais moi, ce qui m'a vachement plu, c'est son scénario, en fait. Parce que on me dit souvent, oui, le scénario de Gaspard, ça doit être une page, tout ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Le scénario d'Enter the Void, ça faisait 10 ans qu'il y pensait, qu'il travaillait dessus. Vous avez vu le film, il y a une vraie histoire, il y a des vrais personnages, il y a de l'émotion dans cette histoire. Moi, c'est ça qui m'a vachement plu. Et en plus de ça, il y a évidemment tout le talent visuel incroyable de Gaspard, quoi. Je trouve qu'il y a toujours énormément d'émotions dans les films de Gaspard. Je trouve que c'est quelque chose qui est presque systématiquement mis de côté parce qu'il a une approche visuelle radicale et il a un côté un peu, je dirais pas provocateur, mais en tout cas malséant. Rentre dedans, voilà. En tout cas, quand je dis malséant, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de s'embarrasser de bienséance. Voilà. Mais je trouve qu'il y a toujours l'amour fou est presque toujours au centre de ces thématiques, en fait. Que ce soit entre un père et une fille, que ce soit dans un couple, que ce soit entre un frère et une sœur, c'est toujours le centre et on l'oublie un peu trop souvent, je trouve. Et du coup, ce qui va nous amener, Marc, à ton choix de film. Qui est d'ailleurs assez cohérent avec Gaspard Noé. Hein, c'est Titane de Julia Ducournau. Alors qui, pour le coup, on parlait tout à l'heure de films qui mettent le divertissement en premier et une réalité sociale en second. C'est pas l'inverse pour Titane, mais pour le coup, c'est un vrai film d'auteur. Là, pour le coup, c'est un vrai film. D'abord un film d'auteur, ensuite un film de genre. Je mettrais dans cet ordre-là. Et c'est vrai que quand j'ai vu Titane, moi je l'ai vu à Cannes. Hein, j'ai la chance d'aller tous les ans à Cannes et de découvrir certains des films là-bas. Et ça m'a fait un choc, quoi. J'avoue, franchement, j'ai été absolument bluffé, d'abord par la mise en scène, quoi. Voilà, je dois dire que c'est absolument remarquable, brillant, maîtrisé, original. Enfin, voilà, elle invente bien sûr, il y a des références, on les connaît, Cronenberg et autres, et tout ça, bien sûr, on les voit dans le film, mais elle arrive à imposer ça dans le paysage du cinéma français avec une force, une maestria visuelle absolument incroyable, quoi. Voilà, franchement, chapeau, moi j'ai été absolument bluffé, donc je recommande à tous ceux qui n'ont pas encore vu Titane, s'ils veulent prendre un choc esthétique, d'abord un choc esthétique,
il faut voir ce film. Quand tu avais vu le film à Cannes, tu t'attendais à ce qu'il ait la Palme d'Or? Tu te dis potentiellement, ouais. En tout cas, tous ceux avec qui j'étais dans la salle à ce moment-là, on avait tous conscience qu'on avait vu un grand film, ça c'est sûr. Après, je vois pas non plus, quand je suis à Cannes, je vois pas non plus tous les films, donc c'est difficile de se projeter, mais c'était sûr, en tout cas, que je voyais le film repartir avec un prix. Quel prix, je ne savais pas, mais un prix important, ça c'est sûr. Ça a été un message super fort pour le cinéma de genre français de voir que le film a la Palme d'Or après. Ouais, Est-ce que ça fait bouger des choses vraiment ou pas plusieurs années après? Je ne sais pas quel est le bilan, mais en tout cas, le message était là et était puissant. Je pense que le bilan était peut-être surtout pour la réalisatrice, ouais. pour le fait de dire... officiellement, en fait, c'était un petit peu l'aboutissement de... Mais laisser, bordel, les femmes prendre aussi... prendre part au cinéma de genre. Elles ont tellement à y apporter, tellement à offrir, tellement de variété de points de vue, de nouvelles histoires, ou même de réinterpréter de vieilles histoires, mais avec d'autres sensibilités, ou alors, au contraire, choisir de faire des films tels qu'ils ont vu, des films réalisés par des mecs, et que l'identité n'a rien à voir là-dedans, mais voilà, il faut y laisser accès. Et Julia, pour ça, elle a, pour le coup, elle a vraiment amené ça, je trouve, de façon, en plus, vraiment avec sa patte à elle, qui est une patte à la fois extrêmement personnelle et un peu comme celle de Gaspard, qui est je n'ai rien à foutre de ce que vous allez penser de mon film. Et il sera comme il sera, et c'est lui qui va vous accepter, c'est pas l'inverse. Et la proposition est super radicale à ce niveau-là. Mais pour revenir à la question, est-ce que ça a changé quelque chose au final? Est-ce que ça a ouvert la voie? Je suis pas tellement sûr en fait, parce que ça a ouvert la voie à la reconnaissance critique, esthétique et des festivals. Un film comme The Substance a été sélectionné à Cannes, je pense aussi parce que Titane a eu la Palme d'Or, honnêtement. Mais par contre, ça n'a pas encore changé des choses pour le public. Le film a fait, je crois, autour de 300 000 entrées, ce qui est... Bon, c'est pas une grande Palme d'Or en termes d'entrée. Le contexte était compliqué aussi. Non, je sais bien, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que si le film avait fait 1 million d'entrées, ça aurait peut-être changé un peu plus, effectivement, les choses. Voilà. Du point de vue du marché, quoi. Ouais. Tu en as pensé quoi de Alors Titane? moi, j'aime beaucoup Titane. Formellement, effectivement, c'est objectivement très très impressionnant. Mais pour le coup, ce que j'en ai retenu et pourquoi je l'aime, c'est émotionnellement. C'est-à-dire que moi, ça fait partie des films où quand j'en discute ou quand j'en débat avec des gens avec des vrais-semblants, évidemment, au niveau littéral, le film ne fonctionne pas. Bien sûr. Par contre, au niveau allégorique, il peut être dévastateur. Et il y a des choses... où moi, effectivement, en voyant le film, à un moment, j'ai réussi j'ai eu l'impression de savoir de quoi elle voulait me parler, et ça m'a beaucoup touché. Et rien que les scènes où, voilà, sur toute la question du genre, est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille face à mon père, est-ce qu'il l'accepte, est-ce qu'il l'accepte pas, ça m'a beaucoup ému, exactement comme si j'avais vu un film social, réaliste, naturaliste sur le sujet, quoi. Et avec cette démesure formelle, évidemment très, très jouissive quand on aime ce genre-là. Mais moi, vraiment, c'est émotionnellement où elle m'a accueilli très, très fort. Ouais, je suis vraiment complètement d'accord avec ça, et d'autant que il y a le point de vue du personnage d'Agathe Roussel, mais il y a aussi celui du point de vue de Vincent Lindon, que je trouvais vraiment ultra fort, parce que lui aussi fait un choix. Lui aussi fait le choix de croire alors qu'il sait très bien que non. Ça c'est tellement touchant dans le film. C'est tellement touchant, et je trouve que déjà, et puis le film a vraiment en plus fonctionne un peu à 2, même 3 vitesses. C'est-à-dire que d'abord on a cette histoire de cette tueuse en série tellement mystérieuse, qui a un modus operandi, mais qui n'est jamais expliqué pourquoi. Il faut soi-même vraiment rentrer dans la chair du personnage pour réussir à trouver l'explication de ce qu'elle essaye de faire. Et je crois qu'en fait, peut-être même Julia ne l'a jamais expliqué vraiment, mais voilà, elle essaye de mettre du titane dans la chair des autres, enfin pour moi, selon mon analyse, dans la chair des autres, pour que les autres soient comme elle, parce qu'elle se sent complètement seule, quoi. Donc ça la pousse à faire pénétrer des objets tranchants dans la peau d'autres personnages. Et donc il y a ce premier film, et puis après, avec l'arrivée du personnage de Vincent Lindon, on entre dans un deuxième film qui est voilà, c'est cette double acceptation de je sais que tu n'es pas qui tu me dis que tu es, mais c'est pas grave, j'ai besoin de quelqu'un, et je t'ai trouvé, tu m'as trouvé, et voyons voir, et essayons de faire vivre cette fable ensemble. C'est moi c'est ça qui est trop beau, parce que je me souviens à l'époque, il y a des gens qui me disaient mais en fait j'aime pas le film parce que c'est pas du tout crédible, c'est impossible qu'il pense que c'est son fils et tout. Et je dis mais ouais, mais en fait justement il choisit de croire, c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est tragique. C'est une logique de conte de fées, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Et puis non, j'avais eu dans Man Movies l'occasion d'écrire tout
tout l'amour que j'ai pour le film qui, dès la première projection, m'avait complètement soufflé. Et non, c'est un grand film. On attend avec beaucoup d'impatience le prochain film de Julia qui s'appelle Alpha, je crois. Ouais. Moi j'avais adoré grave et quand j'ai vu Titan j'ai pété un câble tellement j'ai aimé. Je l'ai pas revu depuis la salle mais ce serait l'occasion, j'ai très très envie de le revoir. Mais ça m'a marqué, je m'en souviens de façon assez vive. C'est un film sur lequel j'ai eu des débats très chauds aussi avec des personnes très proches dans tout ce que j'embrasse. Ouais, moi ça va. Moins que The Substance. Et qui détestent Martyr aussi d'ailleurs. Ouais. Et je crois que les deux films sur lesquels j'ai eu les plus gros débats avec elle, c'est Martyr et Titan. Ok. Ouais. Et non, j'aimais bien. En plus, je trouve que thématiquement, elle poursuit un peu ce qu'elle entamait avec Grave dans déconstruire un peu la féminité, la virilité masculine. C'est un film mutant en fait, autant dans sa forme que dans son propos. C'est-à-dire que dans sa forme, il commence en slasher, puis il part vers autre chose, vers le drame familial, vers le body horror, vers du Cronenberg, du Lynch et tout. Et il reste cohérent dans son ensemble, ça c'est assez ouf. Et elle veut mélanger les corps, les genres, créer le flou, sortir des cases préconçues, et ça rend le film monstrueusement magnifique. C'est du grand cinéma. Et le rapport à Cronenberg, en plus, qui a beaucoup été mis en avant, ce que je trouve qui est marrant, c'est qu'elle fait l'inverse de Cronenberg pour moi. C'est-à-dire que Cronenberg, il montre l'effet de la psyché sur le corps. C'est-à-dire que quand il t'arrive... Attends, je me plante souvent. Est-ce que c'est l'inverse ? Tandis qu'elle fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est le corps qui... Non, je dis la merde, putain, je suis complètement perdu là, je suis fatigué. Mais en tout cas, je l'avais écrit, donc je sais que cette analyse existe, mais voilà, pour moi, ils ont vraiment des rapports. Cronenberg, en fait, c'est les tortures psychologiques qu'à l'intérieur des personnages vont se traduire corporellement sur eux. Oui, voilà. Et donc là, tu veux dire que dans Titan, c'est plus. Tu vois, toi aussi, tu vas galérer. C'est plus l'inverse, c'est-à-dire que le changement du corps entraîne le changement psychologique. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, les sorties de route que j'ai mentionnées au tout début de ce podcast, j'en ai fait une. Mais tu me l'as évité brillamment. Je t'ai remis dans le droit chemin. Voilà, parfait. Tu le fais souvent. Tu mettras ton clignotant. Quant à moi, j'ai choisi À l'intérieur, donc un film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, un film de 2007, qui est sorti vraiment dans la même vague que Martyr, un petit peu après la vague des B-movies. C'est un peu la vague des French Frayers, on parlait de ça. Voilà, c'est un peu c'était un peu le label. Et en fait, c'est vrai que aussi. Le début des années 2000 a été justement très important en fait pour l'établissement d'une nouvelle génération de cinéastes de cinéma de genre. À l'intérieur, du coup, Alexandre Bustillo, lui, est un ancien journaliste de Mad Movies et vient vraiment, on le sait, et Julien Maury aussi, du cinéma, de leur amour. Tout ça vient de leur amour du cinéma d'horreur et fantastique des années 70 et 80. Et on retrouve ça vachement, je trouve, dans l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un film qui a pas, comme Martyr, en fait, ce sont des films qui, à cette époque, n'avaient pas envie de faire plaisir aux spectateurs, qui ne jouaient pas vraiment, justement, sur cette notion de divertissement dont on parlait pour 37. Ça a été vraiment une génération, je trouve, de cinéastes qui ont voulu dire... moi, ce que j'aime dans le cinéma de genre, c'est les frontières qui ne s'interdit pas de franchir, c'est le fait d'aller chercher et bousculer le spectateur. Le cinéma français, notamment, de genre, avait du mal à exister ou avait peut-être eu du mal à franchir ces limites-là et à briser des tabous. Et eux ont décidé d'aller le faire. Alors donc à l'intérieur, ça raconte l'histoire de Sarah, si je ne me rappelle bien, ça fait longtemps que j'ai pas vu, qui est une jeune femme enceinte et endeuillée de la mort de son mari après un accident de voiture et qui, une nuit chez elle, est harcelée et menacée par une femme qui veut absolument rentrer chez elle pour lui voler le bébé qu'elle a dans le ventre. Voilà. Un pitch, je trouve, sur le papier déjà, qui promet énormément de choses. Ça pourrait être un drame psychologique. C'est un film extrêmement gore, extrêmement bourrin et extrêmement méchant, qui vire vers le B parfois, et qui en même temps réussit quand même à garder une gravité émotionnelle, toujours un peu sur le fil du rasoir, mais qui arrive parfois d'un coup, après des images gore extrêmement éprouvantes, elle nous a balancé des images très poétiques qui sont extrêmement touchantes et qui nous cueillent comme ça. Et moi, je me rappelle, c'est un film dont je suis sorti en ayant un peu les jambes qui tremblaient, parce qu'en fait, je m'attendais pas à être confronté à quelque chose d'aussi intense, qui allait aussi pousser les potards de l'horreur graphique, mais aussi de l'intensité émotionnelle. Et je trouve que quand les deux arrivent à se mélanger et à se rencontrer, ça donne souvent des films qui nous mettent vraiment des grosses droites dans la figure. Et je trouve qu'Alexandre et Julien avaient vraiment réussi ça avec leur premier film. Puis ça a lancé aussi des carrières de gens qui ont beaucoup intéressé Hollywood. Pascal Logier, pardon, je suis vraiment très fatigué aujourd'hui. Il avait failli réaliser Hellraiser. Ouais. Alexandre et Julien aussi, ils avaient été en contact notamment avec Clive Barker. Alexandre et Julien finalement sauteront le pas pour Leatherface
pour livrer une vision, je trouve, très intéressante de la jeunesse du personnage de Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, même si le film a subi beaucoup de problèmes de production avec des producteurs qui les avaient d'abord suivis complètement dans leur vision et puis qui après ont dit bon bah ça y est, vous avez fait votre petit film, on va le reprendre, puis ce qui nous plaît pas on va l'enlever, on va le retourner, etc. Donc ça a été très dur pour eux, mais je trouve qu'au final il y a plein de très belles choses qui surnagent dans le film et qui sont revenus en France, en fait, qui l'ont jamais vraiment quitté et qui continuent à faire des films de genre français avec beaucoup d'envie, d'opiniâtreté. Leur dernier film en date est plus un thriller, genre auquel ils se sont essayés et qui était vraiment chouette aussi. Voilà, moi, c'est des gens qu'on adore parce qu'on sait à quel point leur première envie, c'est de faire des films de genre qu'ils aiment et qu'ils ont envie de voir et qu'ils ont envie d'offrir aux gens. Et je trouve qu'à l'intérieur, c'était vraiment un film un peu manifeste à ce niveau-là, c'est-à-dire de prendre une identité française. Ça se passe dans une banlieue pavillonnaire, dans un pavillon qui ressemble à tellement de pavillons qu'on a pu voir, qu'on peut voir un peu partout en France, et qui à l'intérieur choisit de raconter ce conte de fées, ce conte horrifique et gore avec beaucoup d'intensité. Et je trouve que c'était un beau signal, mais c'est vrai que finalement, c'est des films qui ont plus marché à l'international et qui ont plus impressionné des réalisateurs d'autres pays, parfois très lointains. Moi, je me rappelle du film Macabre des Moe Brothers, dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps dans ce podcast. Très inspiré de des réalisateurs indonésiens qui avaient fait leur premier film Macabre, qui était vraiment très inspiré par À l'intérieur. Et donc voilà, le film a eu comme ça un effet un petit peu dans d'autres cinématographies. Il n'y a pas eu droit de remake, contrairement à. Si, il y a eu un remake de Ah ouais, il y a eu un remake. Ouais, mais qui est cata. Putain, je savais même pas. Ou alors je l'ai su, je l'ai oublié. Bah, je pense, tu fais bien. Parce que Martyr, il y a un remake aussi que j'ai Tout à pas fait. vu, que je ne veux pas voir. Non, ils ont tous les deux droits. Et à chaque fois, les remakes étaient des remakes produits avec des intentions financières avant tout, c'est-à-dire dire vous savez, ce film de genre français dont tout le monde a parlé, nous on l'a refait. Et bien sûr, il y avait rien de l'intensité, il y avait rien de. C'est sûr qu'il y a eu un remake de Martyr? Ah oui, à 100%. Ouais, d'accord, ok. Ouais. C'est marrant. Alors, tu vois, c'est chacun on ignore le remake de l'autre. Voilà, donc voilà. Et donc c'est vrai que je trouvais qu'il y a Martyr et À l'intérieur sont un petit peu symptomatiques de cette période où il y a eu des fanboys entre guillemets, mais si dans ma bouche c'est pas du tout péjoratif, on peut être un fanboy, un excellent réalisateur et avoir une vraie vision de cinéaste, qui ont investi le cinéma de genre et qui se sont dit nous on a envie de faire des trucs qui vont secouer les gens, faut casser le moule, faut sortir de la routine. Et ça n'a pas marché en France, ça n'a pas vraiment impacté en France, ça n'a pas changé l'industrie en France, mais ça a créé une identité en revanche pour le cinéma de genre français qui l'a quand même aidé après à rayonner. Ça crée des carrières aussi. Aja qui est parti, après Haute Tension qui est parti faire la carrière qu'on lui connaît. Donc voilà, c'était le bon temps. Non, c'était pas le bon temps parce qu'on était toujours un peu déçus de voir que les films marchaient pas aussi quand on avait vraiment envie de les appuyer. En même temps, on comprenait aussi que c'était peut-être pas facile d'amener le public français qui venait essentiellement à voir des gros blockbusters américains, des comédies françaises, et lui montrer une femme enceinte en train de se faire éventrer ou une jeune fille en train de se faire torturer jusqu'à ne plus avoir de peau sur le corps. Donc oui, c'est des propositions de cinéma qui peuvent on va dire désarçonner, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce petit pincement au cœur à chaque fois de voir que le box-office ne se suivait pas complètement. Mais la tendance quand même je trouve se modifie un peu. Je trouve que maintenant quand un film de genre français marche, il a quand même une reconnaissance médiatique qui est quand même un peu plus impactante, un peu plus importante, et j'espère que ça va être exactement la même chose pour 37 l'ombre et la proie parce qu'il le mérite amplement. Mais si on veut qu'il y ait un peu un changement dans le paysage de la production française, il faut que ces films marchent. Voilà. Moi, j'ai une vraie interrogation sur ce genre-là. Le genre qui va vers le gore, qui va vers je ne suis pas sûr, en tout cas on n'en a pas un seul exemple, honnêtement. Il y a eu plusieurs tentatives, enfin c'est pas des tentatives, il y a eu plusieurs films français, plus ou moins réussis d'ailleurs, dans ce genre-là, et aucun n'a marché. Aucun. The Substance. C'est en anglais. Mais qui a un côté plutôt plus pop en fait. Mais alors voilà, j'allais y venir. Je pense que le biais pour peut-être que ça fonctionne, c'est qu'il y a un côté ludique. Et que les films qu'on a eu français pour l'instant de ce genre-là n'avaient pas du tout ce côté ludique. Donc voilà, c'est une piste éventuelle. Je reviens par Insomnia, mais c'est pour ça que nous, on essaye de mettre en avant le divertissement en premier, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un côté ludique. Et accabler le spectateur, même si si on le fait avec talent, on limite forcément le potentiel. C'est un genre en soi, c'est un genre qui a un intérêt cinématographique manifeste, mais c'est un genre qui va forcément parler à moins de monde, puisque tout le monde n'a pas envie d'aller au cinéma pour être accablé. Ce qui peut se comprendre. Mais il ne faut pas allumer la télé à 20h non plus, du coup. C'est vrai. Voilà. Arthur, à l'intérieur, tu veux dire quelque chose ou pas? Moi, je l'ai vu à sa sortie. J'ai un souvenir d'une générosité, effectivement,
faisait plaisir, parfois peut-être d'un excès de générosité. Enfin, je me rappelle d'une scène, je me dis mais qu'est-ce que vous faites les gars ? Je pense qu'on pense à la même, exactement. Même eux pensent à la même. C'est le point noir du film pour moi, c'est cette. Du coup c'est rigolo quoi, c'est un écart. Ouais, mais le film est assez prom dog, je trouve, et intense dans son histoire, et ça m'a fait sortir un peu de l'intrigue quoi. Tu vois, du coup. Non, moi je le l'ai film pas est vu, si vieux qu'on peut spoiler, c'est le flic qui se relève, voilà, c'est ça, qui est en mode un peu zombie, ça n'a aucun sens. C'est un peu étrange. Mais ça fait aussi partie de ce plaisir de cinéma, des fois, dans le cinéma de genre, où je ne sais pas si l'anecdote est intéressante, mais moi, je sais quand j'ai découvert Society de Brian Yuzna, on était à une soirée avec un copain et on piochait dans les DVD, il n'y avait que des DVD à 1 euro, 2 euros. Parce que, et c'est discount, quoi, les fameux. Voilà. Et beaucoup de très très mauvais films. Et au milieu, il y avait Society. Et on s'est dit, on va regarder 2 navets, on va boire un verre de vodka à chaque fois qu'il y a une scène drôle, ridicule. Et du coup, on a lancé Society. Et donc, au début, on buvait quand même des verres, quoi. On disait, c'est petit film un peu ridicule. Et plus on avançait, plus on avait bu de vodka. Et on arrivait à la scène finale. Mais on rigolait plus du tout. Et c'est ça que je trouve magnifique dans le cinéma de genre, c'est que tu peux te faire cueillir par des films qui prennent des détours inattendus, qui parfois transgressent toute bienséance ou toute vraisemblance. Bien sûr. Et ça fait partie des plaisirs du genre. Ouais, moi j'adore le film. C'est mon préféré de Bustio Mori à l'intérieur. Moi aussi. C'est d'une méchanceté incroyable. Béatrice Dalle et Alessandro Paradis sont ouf. Et le climax m'a marqué la rétine. Moi j'ai fermé les yeux, je me rappelle. Parce que c'est un vrai tabou, ça. Les femmes enceintes, faire du mal aux femmes enceintes au cinéma, c'est un vrai tabou. Et ça peut se comprendre, bien sûr. Et de briser ce tabou à ce point, c'est assez fou. En plus de le briser avec une motivation narrative qui fait que ça ne peut aller que là. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit dans ce qui se passe, dans les motivations des personnages, et ça ne peut aller que là. Et au contraire, là encore, c'est un film qui parle d'amour fou, mais en plus un film d'amour fou pour un être que tu as porté, que tu ne connais pas encore, mais dont tu sais qu'il est déjà toute ta vie. Et quand il n'est plus là, quand il te manque, il y a une autre vie à reconstruire. Mais parfois, on choisit de la reconstruire d'une façon étrange. Et puis je me souviens que c'est viscéral, c'est tactile, le sang sur le blanc de la salle de bain, là, c'est hyper graphique. Non, c'est un très très grand film de genre français. Et juste avant de finir, j'ai fait une sortie de route aussi, moi aussi, Laurent. J'ai parlé de Pascal Legrand, je crois, tout à l'heure, pour le producteur du Pacte des loups. C'est Richard Grandpierre. Mais oui, c'est ça. J'ai failli reprendre, mais t'aurais dû. Voilà, j'ai pas voulu te mettre dans l'embarras, mais effectivement. Et je l'avais noté et comme j'ai pas retrouvé, j'ai inventé un nom. Je me disais, c'est bizarre, je connais pas ce producteur. Et autre sortie de route, mais plus ancienne, il y a quelques podcasts, on avait parlé de l'excellent Bellflower que j'avais mentionné en Revue Shadows. Et on avait parlé justement de la destinée un petit peu du réalisateur de Bellflower, Evan Glodell, qui avait disparu comme ça de la circulation, après avoir quand même signé un film très impressionnant, et qui avait disparu alors qu'il avait un film en crowdfunding qui avait été fondé, et donc des questionnements avaient été émis par une partie des gens qui avaient participé au financement, qui étaient où est l'argent, où est le film, en plus des images du film existent, on peut toujours pas le voir, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, on a eu une réponse par un auditeur qui connaît personnellement Evan Glodell et qui nous a dit que Evan Glodell avait des vrais problèmes personnels, psychologiques, etc., qu'il faisait des allers-retours en cure, etc., pour essayer de sortir un petit peu de sa condition, et que le film il a toujours très envie de finir ce film, et que pour l'instant il est dans l'incapacité, mais qu'il espère un jour le faire. Donc on est de tout cœur avec toi, Evan Glodell. Nous, on n'a qu'une envie, c'est que tu reviennes au cinéma. Voilà. Très bien. Petite question pour finir, le futur de Parasomnia, donc d'autres projets, tu les as mentionnés, Marc. Est-ce que tu as le droit d'en parler un tout petit peu? Oui, je peux en parler un peu. Le deuxième film s'appelle La malédiction des Tahua. Il est réalisé par Benjamin Bunel. Et c'est l'histoire d'une jeune contrôleuse aérienne sur un petit aérodrome d'un atoll du Pacifique. Et on lui demande de fermer l'aérodrome, parce qu'une tempête arrive. Et donc elle ferme l'aéroport, et alors que l'aéroport est fermé, qu'elle s'apprête à quitter la tour de contrôle, il y a un appel en détresse d'un avion qui est toujours en l'air, en fait, qui a dû décoller alors que l'espace aérien était fermé. Donc elle prend cet appel, et là on se rend compte que la pilote qui pilote cet avion est en plein flip, quoi. Y a un problème dans l'avion,
Et au fur et à mesure que la conversation s'installe, on comprend qu'il y a quelque chose de pas du tout normal dans cet avion. Voilà. Elle n'est pas seule dans cet avion. Et l'histoire est racontée du point de vue de la contrôleuse aérienne et on reste dans la tour de contrôle. Voilà. Donc c'est un film d'horreur fantastique. Voilà. Il en a quel stade de production ? On est en train de le terminer. Il va sortir premier semestre l'année prochaine. On est en train de discuter de la date de sortie avec Sony. Donc que des films dans les milieux de transport. Le bateau. Alors, donc la prochaine pas le fois, troisième, et les deux premiers, effectivement. Je n'avais pas fait cette analogie, mais voilà. Il faut peut-être rajouter cette ligne éditoriale-là. Et le troisième, qui s'appelle pour l'instant Kima, raconte l'histoire de trois adolescents qui vivent dans un petit village de la campagne française et qui font une découverte. Ils découvrent une sorte de créature qui se manifeste par des ondes sonores, mais qui peut s'avérer extrêmement dangereuse. Et donc, c'est l'histoire du rapport entre ces trois gamins, et un d'entre eux en particulier, et cette créature. Ok. Voilà. Ça fait très envie. On a hâte de voir ça. Et toi, Arthur, quelle est la suite des événements ? Donc, tu as ton premier film, donc le premier long qui sort en salle dans une semaine. Déjà, ça doit être intense en ce moment. Et comment tu vois la suite ? Est-ce que tu as déjà des projets pour après ? Ouais, moi j'ai d'autres projets de long métrage dans le genre, toujours. Ok. Sur lesquels tu ne peux rien dire. Absolument. Voilà, ok. Mais déjà, on est très content de savoir que tu en as d'autres, puisque vous l'avez compris, on a beaucoup apprécié 37, L'ombre et la proie, et on n'a qu'une envie, c'est de voir ce que tu nous réserves pour la suite. Merci. Est-ce que Parasomnia nous réserve pour la suite aussi ? Puisque le sûr. concept, est, en tout cas, avec ce premier film, est tenu, donc là aussi, plein de belles promesses. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.